Le meilleur des mondes, partie 3. Chapitre 6. Bizarre, bizarre, bizarre. Tel était le jugement de Lénina sur Bernard Marx. Tellement bizarre, en vérité, qu'au cours des semaines qui se succédèrent, elle s'était demandé plus d'une fois si elle ne ferait pas bien de changer d'avis au sujet de ses vacances au Nouveau-Mexique, et d'aller plutôt au pôle Nord avec Benito Hoover. Ce qu'il y avait de gênant, c'est qu'elle connaissait le pôle Nord, y étant allée l'été dernier, seulement avec Georges Hetzel, et, qui plus est, ayant trouvé le séjour plutôt désagréable. Rien pour s'occuper, et l'hôtel, chose désolante, véritablement par trop démodé. Pas de télévision installée dans les chambres, pas d'orgue à parfum, rien que la musique synthétique la plus infecte, et pas plus de 25 cours de paume escalator pour plus de 200 pensionnaires. Non, bien certainement, elle ne pouvait pas affronter de nouveau le pôle Nord. En outre, elle n'était encore allée qu'une fois en Amérique, et encore, d'une façon combien insuffisante, un week-end économique à New York. Est-ce avec Jean-Jacques Habibula ou avec Bokanovsky Jones ? Elle ne s'en souvenait plus. Au surplus, cela n'avait absolument aucune importance. L'idée de s'envoler de nouveau vers l'ouest, et pour toute une semaine, était fort alléchante. De plus, il passerait au moins 3 jours sur les 7 dans la réserve à sauvages. Il n'était pas plus d'une demi-douzaine, dans tout le centre, à avoir jamais pénétré à l'intérieur d'une réserve à sauvages. En sa qualité de psychologue alpha+, Bernard était l'un des rares hommes de sa connaissance qui eussent droit à une autorisation. Pour Lénina, l'occasion était unique. Et pourtant, la bizarrerie de Bernard était tellement unique, elle aussi, qu'elle avait hésité à s'en saisir, qu'elle avait bel et bien songé à courir de nouveau la chance du pôle avec ce brave Benito si amusant. Benito était normal au moins, tandis que Bernard... C'est l'alcool dans son pseudo-sang. Telle était l'explication que donnait Fanny de chacune de ses excentricités. Mais Henri, avec qui un soir qu'ils étaient ensemble au lit, Lénina avait, non sans un peu d'inquiétude, discuté le caractère de son nouvel amant, Henri avait comparé le pauvre Bernard à un rhinocéros. « On ne peut pas apprendre des tours à un rhinocéros », avait-il expliqué dans son style bref et vigoureux. « Il y a des gens qui sont presque des rhinocéros. Ils ne réagissent pas convenablement au conditionnement. Les pauvres diables. Bernard en est un. Heureusement pour lui, il est assez compétent dans sa partie. Sans cela, le directeur ne l'aura certes pas gardé. Cependant, ajouta-t-il d'un ton consolateur, je crois qu'il est assez inoffensif. Assez inoffensif, peut-être, mais également assez inquiétant. Cette manie, en premier lieu, de faire les choses dans l'intimité, ce qui revenait en pratique à ne rien faire du tout. Car qu'est-ce donc que l'on peut faire dans l'intimité ? À part, bien entendu, se mettre au lit, mais cela, on ne peut pas le faire tout le temps. Oui, quoi donc ? Bien peu de choses. Le premier après-midi qu'ils étaient sortis ensemble, il avait fait particulièrement beau. Lénina avait proposé une partie de natation au Torquay Country Club, suivie d'un dîner à l'Oxford Union. Mais Bernard pensait qu'il y aurait une foule excessive. Eh bien, alors si l'on faisait un tour de golf électromagnétique à Saint-Andrews. Mais il avait refusé de nouveau. Bernard considérait que le golf électromagnétique était un gaspillage de temps. « Mais à quoi sert-il alors le temps ?» demanda Lénina, non sans étonnement. « Apparemment, à faire des promenades dans la région des lacs, car c'est là ce qu'il proposait à présent, atterrir au sommet du Skido et faire une marche de 2 heures parmi la bruyère. »« Tout seul avec vous, Lénina. »« Mais Bernard, nous serons seuls toute la nuit. » Bernard rougit et détourna son regard. « Je voulais dire, seul pour causer, » marmotta-t-il. « Pour causer ? Mais de quoi donc ? Marcher et causer, cela lui semblait une manière bien bizarre de passer un après-midi. En fin de compte, elle le persuada, bien contre son gré, de voler jusqu'à Amsterdam pour voir les quarts des finales du championnat féminin de lutte, poids lourd. « Dans une foule, bougonna-t-il, comme d'habitude. »
il demeura obstinément renfrogné tout l'après-midi. Il refusa de parler aux amis de Lénina, qu'ils rencontrèrent par douzaines au bar où l'on débitait des glaces au Soma dans les intervalles des luttes. Et en dépit de son état d'esprit misérable, il refusa absolument de prendre le Sunday à la framboise, à la dose d'1 demi-gramme qu'elle le pressait d'avaler. « Je préfère être moi-même, dit-il, moi-même et désagréable, et non un autre, quelque gai qu'il soit. »« 1 gramme à temps vous rend content, dit Lénina, lui servant une perle brillante de sagesse enseignée pendant le sommeil. Bernard repoussa impatiemment le verre qu'elle lui offrait. « Ne vous mettez pas en colère, voyons, dit-elle. Souvenez-vous, avec 1 centicube, guérit 10 sentiments. »« Oh, pour l'amour de Ford, taisez-vous » cria-t-il. Lénina haussa les épaules. « 1 gramme vaut toujours mieux que le zut qu'on clame, dit-elle avec dignité pour conclure. Et elle but elle-même le Sunday. Au cours de la traversée de retour de la Manche, Bernard voulut absolument arrêter son propulseur et demeurer suspendu au moyen des hélices d'hélicoptère à moins de 30 mètres des vagues. Le temps s'était mis au vilain, un vent de surcroît s'était élevé, le ciel était nuageux. « Regardez » commanda-t-il. « Mais c'est affreux » dit Lénina, s'écartant avec horreur de la fenêtre. Elle était terrifiée par le vide envahissant de la nuit, par les flots noirs écumants qui se soulevaient au-dessous d'eux, par le disque pâle de la lune, si hagard et tourmenté parmi les nuages qui se pressaient. « Faisons marcher la TSF, vite !» Elle tendit la main pour atteindre le bouton à cadran sur le tablier de bord, et le tourna au hasard. « Cieux sont purs dedans tes murs » chantèrent un trémolo, 16 voix de fausset. « Le temps est à la douceur même » Puis un hoquet et le silence. Bernard avait coupé le courant. « Je désire contempler la mer en paix » dit-il. « On ne peut même pas regarder si l'on a continuellement ce sale bruit dans les oreilles. »« Mais c'est délicieux, et puis je ne désire pas regarder, moi. »« Mais moi, oui, » insista-t-il. « Cela me donne la sensation... » Il hésita, cherchant les mots pour s'exprimer. « La sensation d'être davantage moi, si vous comprenez ce que je veux dire. D'agir davantage par moi-même, et non pas si complètement comme une partie d'autre chose. De n'être pas simplement une cellule du corps social. Cela ne vous donne pas cette sensation-là, Lénina ?» Mais Lénina était en larmes. « C'est affreux, répétait-elle continuellement. « Et comment pouvez-vous parler comme cela de votre désir de ne pas être une partie du corps social ? Nous ne pouvons nous passer de personne, les epsilones même. » « Oui, je sais, » dit Bernard d'un ton railleur. « Même les epsilones sont utiles, moi aussi. Et j'aimerais diantrement mieux ne servir à rien. » Lénina fut scandalisée de son blasphème. « Bernard, » protesta-t-elle d'une voix ahurie et affligée, « comment pouvez-vous parler ainsi ?» D'un ton différent. « Comment je le peux ?» répéta-t-il méditativement. « Non, le véritable problème, c'est celui-ci. Comment se fait-il que je ne puisse pas ? Ou plutôt, car après tout, je sais fort bien pourquoi je ne peux pas. Qu'est-ce que j'éprouverais si je le pouvais ? Si j'étais libre, si je n'étais pas asservi par mon conditionnement ? Voyons, Bernard, vous dites les choses les plus épouvantables. Vous n'avez pas le désir d'être libre, Lénina ? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je le suis, libre de me payer du bon temps, le meilleur qui soit. Tout le monde est heureux à présent. » Il se mit à rire. « Oui, tout le monde est heureux à présent. Nous commençons à servir cela aux enfants à 5 ans. Mais n'éprouvez-vous pas le désir d'être libre de quelque autre manière, Lénina ? D'une manière qui vous soit propre, par exemple, pas à la manière de tous les autres ? » « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, » répéta-t-elle. Puis se tournant vers lui, « Oh, rentrons, Bernard, » supplia-t-elle. « Comme je déteste d'être ici. »« Vous n'aimez pas être avec moi ? » ?»« Mais certainement, Bernard. C'est cet affreux endroit. »« Il me semblait que nous serions plus ensemble ici, sans rien d'autre que la mer et la lune. Plus ensemble que dans la foule, ou même que chez moi. Vous ne comprenez pas cela ? » « Je ne comprends rien, » dit-elle avec décision, déterminée
à conserver intacte son incompréhension. « Rien. Et ce que je comprends encore le moins de tout, continua-t-elle sur un autre ton, c'est pourquoi vous ne prenez pas de soma quand il vous vient de vos idées épouvantables. Vous les oublierez totalement, et, au lieu de vous sentir misérable, vous seriez plein de gaieté. Oui, tellement plein de gaieté, répéta-t-elle, et elle sourit, malgré toute l'inquiétude intriguée qui luisait dans ses yeux, d'un air qu'elle entendait chargé de cajoleries aguichantes et voluptueuses. Il la contempla en silence, le visage très grave et refusant de s'accorder à son humeur. Il fixa sur elle un regard intense. Au bout de quelques secondes, les yeux de Lénina cessèrent de soutenir ce regard. Elle émit un petit rire nerveux, s'efforça de trouver quelque chose à dire et n'y réussit pas. Le silence se prolongea. Lorsque Bernard parla enfin, ce fut d'un filet de voix plein de lassitude. « Eh bien, c'est entendu, dit-il. Nous allons rentrer. » Et appuyant vigoureusement sur l'accélérateur, il envoya son appareil d'un bond vers le ciel. À 1300 mètres, il mit l'hélice en marche. Ils volèrent en silence pendant 1 minute ou 2, puis, tout à coup, Bernard se mit à rire. « Un peu drôlement, songea Lénina. Mais enfin, c'était un rire. « Ça va mieux ?» se hasarda-t-elle à demander. Pour toute réponse, il lâcha d'une main ses manettes et, lui passant un bras autour du corps, se mit à lui caresser les seins. « Fort de soi loué, se dit-elle, il est redevenu normal. » 1 demi-heure plus tard, ils étaient rentrés chez Bernard. Il avala d'une gorgée 4 comprimés de soma, fit marcher la TSF et la télévision, et commença à se déshabiller. « Eh bien ?» demanda Lénina d'un ton plein d'espièglerie significative, lorsqu'ils se revirent le lendemain après-midi sur le toit. « Trouvez-vous qu'on se soit amusé hier ?» Bernard acquiesça d'un signe de tête. Ils montèrent dans l'avion. Une petite secousse, et les voilà partis. « Tout le monde me dit que je suis extrêmement pneumatique, » dit Lénina d'un ton de réflexion, se tapotant les jambes. « Extrêmement. » Mais il y avait une expression de douleur dans les yeux de Bernard. « Comme de la viande, songeait-il. » Elle leva les yeux avec une certaine inquiétude. « Mais vous ne me trouvez pas trop potelé, dites. » Il secoua la tête en dénégation. « Comme une égale quantité de viande. »« Vous me trouvez bien ?» Nouveau signe de tête affirmatif. « À tout point de vue ?»« Parfaite, » dit-il à haute voix. Et intérieurement. C'est ainsi qu'elle se considère elle-même. Cela lui est égal, d'être de la viande. Lénina eut un sourire de triomphe, mais sa satisfaction était prématurée. « Malgré tout, reprit-il, après une petite pause, je suis encore à désirer que cela se fût terminé autrement. » Autrement ? Il y avait donc d'autres manières de terminer ? J'aurais voulu que cela ne se terminât pas par le coucher, spécifia-t-il. Lénina fut étonnée. Pas tout de suite, pas le premier jour. Mais alors, quoi ? Il se mit à lui servir un tas d'absurdités incompréhensibles et dangereuses. Lénina fit de son mieux pour y rester sourde, spirituellement parlant, mais à chaque instant, un fragment de phrase réussissait à force d'insistance à devenir perceptible. Pour essayer l'effet produit par la répression de mes impulsions, lui entendit-elle dire. Ces paroles semblèrent déclencher un ressort dans son esprit. « Ne remettez jamais à demain le plaisir que vous pouvez prendre aujourd'hui, » dit-elle gravement. 200 répétitions, 2 fois par semaine, 14 à 16 ans et demi, fit-il, pour tout commentaire. Il continuait à divaguer, à servir ses propos insensés et pernicieux. « Je veux savoir ce que c'est que la passion, » lui entendit-elle dire. « Je veux ressentir quelque chose avec violence. » Dès que l'individu ressent, la communauté est sur un sol glissant, déclara Lénina. Eh bien, pourquoi son sol ne glisserait-il pas un peu ? Bernard. Mais Bernard ne fut nullement déconcerté. Des adultes, intellectuellement et pendant les heures de travail, reprit-il, des bébés en ce qui concerne le sentiment et le désir.
Notre Ford aimait les bébés. Sans tenir compte de son interruption. L'idée m'est venue subitement l'autre jour, continua Bernard, qu'il pourrait bien être possible d'être adulte tout le temps. Je ne comprends pas. Lénina parlait d'un ton ferme. Je le sais bien. Et voilà pourquoi nous sommes allés coucher ensemble hier, comme des gosses, au lieu d'attendre d'être des adultes et d'attendre. Mais c'était amusant, insista Lénina. N'est-ce pas? Oh, amusant au possible, répondit-il, mais d'une voix si désolée, avec une expression si profondément misérable, que Lénina sentit soudain s'évaporer tout son triomphe. Peut-être l'avait-il trouvé trop potelé, malgré tout. « Je vous l'avais bien dit, » se contenta de répondre Fanny, quand Lénina vint lui faire ses confidences. « C'est l'alcool qu'on a mis dans son pseudo-sang. »« N'empêche, » insista Lénina, « il me plaît vraiment. Il a de si jolies mains. Et cette manière qu'il a de remuer les épaules, cela m'attire vers lui. » Elle soupira. « Mais je voudrais bien qu'il ne fût pas si bizarre. » 6.2. S'arrêtant un instant devant la porte du bureau du directeur, Bernard fit une inspiration profonde et tendit les épaules, se bandant pour faire face à l'animosité et à la désapprobation qu'il était certain de trouver à l'intérieur. Il frappa et entra. « Une autorisation que je vous demande de viser, monsieur le directeur, » dit-il d'un ton aussi détaché que possible. Et il posa le papier sur le bureau. Le directeur lui lança un regard aigri. Mais le papier était à l'entête du bureau de l'administrateur mondial et la signature de Mustapha Meunier, franche et noire, s'étalait au bas de la page. Tout était parfaitement en règle. Le directeur n'avait pas le choix. Il apposa au crayon son paraphe, 2 pâles petites lettres couchées humblement aux pieds de Mustapha Meunier. Et il était sur le point de rendre le papier sans un mot de commentaire ou d'aphorbats bienveillant, lorsque son regard fut attiré par quelque chose d'écrit dans le texte de l'autorisation. « Pour la réserve du Nouveau-Mexique, » dit-il, et le ton de sa voix, le visage qu'il leva vers Bernard, exprimèrent une espèce d'étonnement agité. Surpris de sa surprise, Bernard fit un signe de tête affirmatif. Il y eut un silence. Le directeur s'adossa en arrière sur sa chaise, fronçant les sourcils. « Il y a combien de temps de cela ?» fit-il, parlant plutôt à lui-même qu'à Bernard. « 20 ans, je suppose. 25, plutôt. Je devais avoir votre âge. » Il soupira et hocha la tête. Bernard se sentit extrêmement gêné. Un homme aussi respectueux des conventions, aussi scrupuleusement correct que le directeur, allait commettre un manquement si grossier à l'étiquette. Cela lui donnait le désir de se cacher la figure, de quitter la pièce en courant. Non pas que, personnellement, il trouvât quelque chose d'intrinsèquement répréhensible dans le fait qu'on parlât du passé lointain. C'était là un de ces préjugés hypnopédiques dont, s'imaginait-il, il s'était complètement débarrassé. Ce qui l'intimidait, c'est qu'il savait que le directeur désapprouvait cela, que, la désapprouvant, il avait été néanmoins entraîné à faire la chose défendue. Par quelle contrainte intérieure? Bernard écouta avec une curiosité avide qui perçait au travers de sa gêne. « J'ai eu la même idée que vous, » disait le directeur. « Je voulais voir les sauvages. J'obtins une autorisation pour le Nouveau-Mexique et j'y allais pour mes vacances d'été, avec la jeune fille que j'avais à ce moment-là. C'était une bête à moins, et je crois bien, il ferma les yeux, je crois bien qu'elle avait les cheveux jaunes. En tout cas, elle était pneumatique, particulièrement pneumatique. Cela, je m'en souviens. Nous allâmes donc là-bas, nous observâmes les sauvages et nous nous promenâmes à cheval et tout le reste. Et puis, c'était à peu près le dernier jour de mon congé. Et puis, eh bien, elle se perdit. Nous avions escaladé à cheval une de ces sales montagnes. Il faisait affreusement chaud et lourd. Et après le déjeuner, nous nous endormîmes. Ou du moins, moi, je m'endormis. Elle dut faire un petit tour, toute seule. Quoi qu'il en soit, quand je me réveillais, elle n'était pas là.
et l'orage le plus épouvantable que j'aie jamais vu se mit alors à déferler sur nous. Il plut à torrents, il tonna, il y eut des éclairs, et les chevaux brisèrent leurs longes et s'enfuirent. Je tombai en essayant de les rattraper, je me fis mal aux genoux, au point de ne plus pouvoir marcher qu'à grand-peine. Néanmoins, je cherchais partout, je criais, je fouillais les environs. Mais il n'y avait aucune trace d'elle. Alors, je pensais qu'elle avait dû retourner toute seule à l'hôtellerie. Aussi me traînai-je jusque dans la vallée, le long du chemin par lequel nous étions venus. Mon genou était atrocement douloureux, et j'avais perdu mon soma. Il me fallut plusieurs heures. Je ne parvins à l'hôtellerie qu'après minuit. Et elle n'y était pas. Elle n'y était pas, répéta le directeur. Il y eut un silence. Eh bien, reprit-il enfin, le lendemain, on fit des recherches. Mais nous ne réussîmes pas à la retrouver. Elle avait dû tomber quelque part dans un ravin ou être dévorée par un lion de montagne. Ford le sait. Quoi qu'il en soit, ce fut horrible. Cela me bouleversa sur le moment. Plus qu'il n'était de mise, sans doute, parce que, après tout, c'est un accident d'un genre tel qu'il aurait pu en arriver à n'importe qui. Et bien entendu, le corps social persiste, bien que les cellules composantes puissent changer. Mais cette consolation enseignée pendant le sommeil ne parut pas être bien efficace. Hochant la tête, « J'en rêve encore. Parfois, positivement, » reprit le directeur d'une voix plus faible. « Je rêve que je suis réveillé par ce fracas de tonnerre et que je m'aperçois qu'elle n'est plus là. Je rêve que je me mets à sa recherche, sous les arbres, que je cherche partout. » Il retomba dans le silence du souvenir. « Cela a dû vous donner un coup terrible, » dit Bernard, presque avec envie. Au son de sa voix, le directeur eut conscience, dans un sursaut, de l'endroit où il se trouvait. Il lança un regard à Bernard et, détournant les yeux, rougit avec mauvaise humeur. Il le regarda de nouveau, brusquement soupçonneux, et, d'un ton irrité, à cheval sur sa dignité, « Ne vous imaginez pas, dit-il, que j'entretenais avec cette jeune fille des relations inavouables. Rien d'émotif, rien qui se prolongeât indéfiniment. Tout était parfaitement sain et normal. » Il tendit à Bernard son autorisation. « Je ne sais vraiment pas pourquoi je vous ai rasé avec cette anecdote triviale. » Plein de ressentiment contre lui-même d'avoir dévoilé un secret déshonorant, il passa sa colère sur Bernard. Le regard de ses yeux était franchement malveillant à présent. « Et je désire profiter de cette occasion, monsieur Marx, reprit-il, pour vous dire que je ne suis pas du tout satisfait des rapports que je reçois sur votre conduite en dehors des heures de travail. Vous direz sans doute que cela ne me regarde pas, mais cela me regarde bel et bien. Je dois me préoccuper du bon renom du centre. Il faut que mes collaborateurs soient au-dessus de tout soupçon, et tout particulièrement ceux des castes supérieures. Les alphas sont conditionnés de telle sorte qu'ils ne sont pas obligatoirement infantiles dans leur conduite émotive, mais c'est là une raison de plus pour qu'ils fassent tout spécialement les efforts voulus pour se conformer à la normale. Il est de leur devoir d'être infantiles, fût-ce contraire à leur penchant. Ainsi donc, monsieur Marx, je vous avertis loyalement. » La voix du directeur était vibrante d'une indignation qui était à présent devenue entièrement vertueuse et impersonnelle, qui était l'expression de la désapprobation de la société elle-même. « S'il me revient de nouveau que vous avez manqué aux règles normales des convenances en ce qui concerne le décorum infantile, je demanderai votre transfert à un sous-centre, de préférence en Islande. Je vous salue. » Et se retournant sur sa chaise pivotante, il reprit sa plume et se mit à écrire. « Ça lui apprendra, » se dit-il. Mais il se trompait, car Bernard sortit du bureau la tête haute, plein d'orgueil triomphant, tandis qu'il claquait la porte derrière lui, à la pensée qu'il faisait front, tout seul, contre l'ordre des choses, exalté de la conscience grisante de sa signification et de son importance personnelle. Il n'était pas jusqu'à l'idée même de la persécution qui ne le laissa impavide, qui n'agit plutôt comme un tonique que comme un déprimant. Il se sentait assez fort pour faire face aux calamités et pour en triompher, assez fort pour affronter même l'Islande. Et cette confiance était d'autant plus vigoureuse qu'il ne croyait pas, à la vérité, un seul instant, qu'il aurait à affronter quoi que ce fût.
On ne transférait pas les gens, en somme, pour des motifs de ce genre. L'Islande était une simple menace, une menace fort stimulante et vivifiante. Marchant le long du couloir, il s'enhardit au point de siffler. C'est un compte-rendu héroïque qu'il fit ce soir-là de son entrevue avec le Dick. Sur quoi, c'est ainsi qu'il se terminait. Je lui dis tout bonnement d'aller se faire au passé sans fond, et je sortis la tête bien haute. Et voilà, il dirigea sur Helmholtz Watson un regard chargé d'attente, espérant la récompense de sympathie, d'encouragement, d'admiration qui lui était due. Mais nul mot ne vint. Helmholtz resta assis en silence, les yeux fixés au sol. Il aimait beaucoup Bernard. Il lui était reconnaissant d'être le seul homme de sa connaissance avec lequel il pût causer des sujets qu'il sentait être importants. Néanmoins, il y avait chez Bernard des choses qu'il détestait. Cette vantardise, par exemple, et les éclats avec lesquels elle alternait d'un apitoiement sur lui-même qui manquait véritablement de dignité. Et cette habitude déplorable qu'il avait d'être hardi après coup et tout plein, à distance, de la plus extraordinaire présence d'esprit. Il détestait ces choses-là, précisément parce qu'il aimait Bernard. Les secondes passèrent. Helmholtz continua à fixer les yeux au sol. Et soudain, Bernard rougit et détourna son regard. 6-3 Le voyage s'effectua absolument sans incident. La fusée bleue du Pacifique arriva à la Nouvelle-Orléans avec 2 minutes et demie de retard, perdit 4 minutes dans une tornade au-dessus du Texas, mais rencontra un courant aérien favorable à la longitude de 95 degrés ouest et put atterrir à Santa Fe avec moins de 40 secondes de retard sur l'heure de l'horaire. 40 secondes sur un vol de 6h30, ce n'est pas si mal, concéda Lénina. Ils couchèrent cette nuit-là à Santa Fe. L'hôtel était excellent, infiniment supérieur, par exemple, à cet affreux Aurora Bora Palace dans lequel Lénina avait tant souffert l'été précédent. L'air liquide, la télévision, le vibromassage par le vide, la TSF, la caféine en solution bouillante, les préservatifs chauds et des parfums de 8 espèces différentes étaient installés dans toutes les chambres. L'appareil à musique synthétique était en fonctionnement au moment où ils pénétrèrent dans le hall et ne laissait rien à désirer. Un avis affiché dans l'ascenseur annonçait qu'il y avait à l'hôtel 60 cours de paume escalator et qu'on pouvait jouer dans le parc au golf obstacle et au golf électromagnétique. « Mais cela me paraît tout bonnement délicieux !» s'écria Lénina. « J'en arriverais presque à souhaiter que nous puissions rester ici. 60 cours de paume escalator !»« Il n'y en aura pas dans la réserve, » lui dit Bernard en avertissement. « Et pas de parfum, pas de télévision, pas même d'eau chaude. Si vous croyez ne pas pouvoir le supporter, restez ici jusqu'à mon retour. » Lénina en fut toute froissée. « Bien sûr que je peux le supporter. Si j'ai dit que c'était délicieux ici, c'est seulement... Mon Ford, parce que le progrès est en effet une chose délicieuse, n'est-ce pas ? 500 répétitions une fois par semaine, de 13 à 17 ans, dit Bernard avec lassitude, comme s'il se parlait à lui-même. Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai dit que le progrès est une chose délicieuse. C'est pourquoi il ne faut pas venir dans la réserve, à moins que vous n'en ayez réellement envie. Mais j'en ai réellement envie. C'est bien alors, dit Bernard. Et c'était presque une menace. Leur autorisation devait être signée par le conservateur de la réserve, au bureau duquel ils se présentèrent dûment le lendemain matin. Un huissier nègre Epsilon+, prit la carte de Bernard, et on les fit entrer presque immédiatement. Le conservateur était un alpha-, brachycéphale et blond, petit, rouge, au visage tout rond, large d'épaules, avec une forte voix retentissante, fort bien adaptée à l'émission du savoir hypnopédique. C'était une mine de renseignements sans suite et de bons conseils gratuits. Une fois lancé, il continuait d'une façon tonnante. 560 000 km² divisés en 4 sous-réserves distinctes, dont chacune est entourée d'une clôture en treillage métallique à haute tension. À ce moment, et sans raison apparente,
Bernard se souvint subitement qu'il avait laissé grand ouvert et coulant à flot le robinet d'eau de Cologne de sa salle de bain. Parcouru par du courant provenant de la station hydroélectrique du Grand Canyon. « Ça me coûtera une fortune, d'ici que je sois rentré. » Bernard voyait en esprit l'aiguille du compteur à parfum avancer, tour après tour, sur le cadran. Comme une fourmi, infatigablement. Téléphoner d'urgence à Helmholtz-Watson. Plus de 5000 kilomètres de clôture en treillage à 60 000 volts. « Vraiment ?» dit poliment Lénina, ne sachant pas le moins du monde ce qu'avait dit le conservateur, mais modelant le ton de sa réplique sur la pose dramatique de son interlocuteur. Quand le conservateur s'était mis à disserter de sa voix tonnante, elle avait discrètement avalé un demi-gramme de soma, ce qui avait eu pour résultat de lui permettre maintenant de rester là, assise en toute sérénité, n'écoutant pas, ne pensant absolument à rien, mais fixant ses grands yeux bleus sur le conservateur avec une expression d'attention profonde. « Toucher la clôture, c'est la mort instantanée, » déclara solennellement le conservateur. « Il n'y a pas moyen de s'évader d'une réserve à sauvages. » Le mot « évader » était évocateur. « Peut-être, » dit Bernard, se levant à demi, « faudrait-il songer à partir ?» La petite aiguille noire trottait, tel un insecte, grignotant le temps, se creusant à coups de dents une route à travers son argent. « Pas moyen de s'évader, » répéta le conservateur, le faisant rasseoir d'un geste de la main, et comme l'autorisation n'était pas encore contresignée, Bernard ne put faire autrement que d'obéir. « Ceux qui naissent dans la réserve, et ne perdez pas de vue, ma chère demoiselle, ajouta-t-il, dirigeant sur Lénina une œillade obscène, et parlant avec un chuchotement inconvenant, ne perdez pas de vue que, dans la réserve, les enfants naissent encore. Oui, ils y naissent effectivement, quelque révoltant que cela puisse paraître. » Il espérait que cette allusion à un sujet honteux ferait rougir Lénina, mais elle se contenta d'esquisser un sourire où l'intelligence était simulée et de dire « Vraiment ?» Déçu, le conservateur reprit. « Ceux, je le répète, qui naissent dans la réserve, sont destinés à y mourir. » Destinés à mourir. 1 décilitre d'eau de Cologne par minute, 6 litres à l'heure. Peut-être, hasarda de nouveau Bernard, faudrait-il... Se penchant en avant, le conservateur frappa la table de son index. « Vous me demandez combien il y a de gens qui vivent dans la réserve, et je réponds, triomphalement. Je réponds que je n'en sais rien. Nous ne pouvons que hasarder un chiffre. »« Vraiment ? » ?»« Oui, vraiment, ma chère demoiselle. »« 6 fois 24. »« Non, 6 fois 36. Ce serait plus près de la vérité. » Bernard était pâle et tremblant d'impatience. Mais l'exposé tonitruant continua. « Environ 60 000 Indiens et métis, absolument sauvages. Nos inspecteurs visitent de temps en temps. À part cela, aucune communication, quelle qu'elle soit, avec le monde civilisé. Conservent leurs habitudes et leurs coutumes répugnantes. Le mariage, si vous savez ce que cela veut dire, ma chère demoiselle, la famille, pas de conditionnement, des superstitions monstrueuses, le christianisme et le totémisme et le culte des ancêtres. Des langues éteintes comme le zuni, l'espagnol, l'atapascan, des pumas, des porcs-épics et d'autres animaux féroces, des maladies contagieuses, des prêtres, des lézards venimeux. Vraiment ? Ils parvinrent enfin à se dépêtrer. Bernard se précipita au téléphone. Vite, vite, mais il lui fallut près de 3 minutes pour obtenir la communication avec Helmholtz-Watson. « On se croirait déjà chez les sauvages, » se plaignit-il. « Quelle sacrée pagaille !»« Prenez 1 gramme de soma, » proposa Lénina. Il refusa, préférant sa colère. Et enfin, fort de soi loué, il obtint sa communication. Et oui, c'était Helmholtz. Helmholtz à qui il expliqua ce qui était arrivé, et qui promit d'aller chez lui immédiatement. Immédiatement. Et de fermer le robinet. Oui, immédiatement. Mais qui profita de cette occasion pour lui rapporter ce que le Dick avait dit en public la veille au soir. « Hein ? Il cherche quelqu'un pour me remplacer ?» La voix de Bernard trahissait une souffrance atroce. «
Ainsi donc, c'est vraiment décidé? A-t-il précisé que c'était l'Islande? Vous dites que oui? Ford, l'Islande? Il raccrocha le récepteur et se tourna de nouveau vers Lénina. Son visage avait pâli. Il avait une expression totalement abattue. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle. « Ce qu'il y a ?» Il se laissa tomber lourdement sur une chaise. « Il y a qu'on va m'expédier en Islande. » Souvent, par le passé, il s'était demandé ce qu'il éprouverait s'il était soumis, sans soma et sans pouvoir compter sur autre chose que ses propres ressources intérieures, à quelque grande épreuve, à quelque douleur, à quelque persécution. Il avait même désiré ardemment en être frappé. Voilà seulement 8 jours, dans le bureau du directeur, il s'était vu, résistant courageusement, acceptant stoïquement, sans un mot, la souffrance. Les menaces du directeur l'avaient véritablement exalté, lui avaient donné la sensation d'être plus grand que nature. Mais cela, il s'en rendait compte à présent, c'est parce qu'il n'avait pas pris les menaces bien au sérieux. Il n'avait pas cru que, le moment décisif venu, le DIC ferait jamais quoi que ce fût. À présent, qu'il semblait que les menaces dussent réellement être mises à exécution, Bernard fut atterré. De ce stoïcisme imaginé, de ce courage théorique, il ne subsistait nulle trace. Il pesta contre lui-même. Quel imbécile il avait été. Contre le directeur. Comme il était injuste de ne pas lui donner cette dernière chance de se rattraper, cette dernière chance dont, il n'éprouvait à présent le moindre doute à ce sujet, il avait toujours eu l'intention de se saisir. Et l'Islande? L'Islande? Lénina hocha la tête. Fut et serait. Ça n'est pas gai, cita-t-elle. 1 gramme, et puis plus rien que suis. En fin de compte, elle le persuada d'avaler 4 comprimés de soma. Au bout de 5 minutes, les racines et les fruits étaient abolis. La fleur du présent s'épanouissait, toute rose. Un message apporté par l'huissier annonça que, suivant les ordres du conservateur, un garde de la réserve s'était mis à leur disposition avec un avion et les attendait sur le toit. Un octavon en uniforme vert gamma les salua et se mit en devoir de réciter le programme de la matinée. Une vue à vol d'oiseau de 10 à 12, des principaux pueblos, puis un atterrissage pour déjeuner dans la vallée de Malpais. L'hôtellerie y était confortable, et là-haut, dans le pueblo, les sauvages seraient probablement en train de célébrer leur fête de l'été. Ce serait le meilleur endroit pour passer la nuit. Ils prirent place dans l'avion et se mirent en route. 10 minutes plus tard, ils franchissaient la frontière qui sépare la civilisation de l'état sauvage. Par monts et par vaux, à travers les déserts de sel et de sable, coupant les forêts, descendant aux profondeurs violettes des canyons, franchissant précipices, pics et plateaux de mesa, la clôture courait, irrésistiblement, en ligne droite, symbole géométrique du dessin humain triomphant. Et à son pied, çà et là, une mosaïque d'ossements blanchis, une carcasse non encore pourrie, sombre sur le sol fauve, marquait l'endroit où cerfs, taureaux, pumas, porc-épics ou coyotes, ou bien les énormes balbuzards goulus, attirés par le relent de la charogne et foudroyés, on eût dit par une justice poétique, s'étaient approchés trop près des fils métalliques destructeurs. « Ils n'apprennent jamais », dit le pilote à l'uniforme vert, désignant les squelettes sur le sol au-dessous d'eux. « Et ils n'apprendront jamais », ajouta-t-il, et il eut un rire. Comme s'il avait, en quelque sorte, mis à son actif un triomphe personnel sur les animaux électrocutés. Bernard se mit également à rire. Après 2 grammes de soma, la plaisanterie paraissait bonne, sans qu'il sût pourquoi. Il se mit à rire, puis, presque immédiatement, il s'endormit. Et c'est tout endormi qu'il fut transporté, survolant Taos et Tessuk, Nambé, Picuris et Bojoac, Sia et Cochiti, survolant Laguna, Acoma et la Mesa, enchantée, Zuni et Cibola et Oro Caliente, se réveillant enfin pour s'apercevoir que l'appareil s'était posé à terre, que Lénina, chargée de valises, se dirigeait vers une petite maison carrée et que l'octavon vert gamma causait incompréhensiblement avec un jeune Indien.
Malpais, expliqua le pilote, tandis que Bernard descendait à terre. Voici l'hôtellerie. Et il y a danse cet après-midi au Pueblo. Il vous y mènera. Il désigna du doigt le jeune sauvage à l'air sombre. Ça doit être drôle. Il partit d'un rire grimaçant. Tout ce qu'ils font est drôle. Sur quoi il regrimpa dans l'avion et mit en marche les moteurs. Je reviendrai demain. Et souvenez-vous bien, ajouta-t-il d'un ton rassurant pour Lénina, qu'ils sont parfaitement inoffensifs. Les sauvages ne vous feront pas de mal. Ils ont suffisamment d'expérience des bombes à gaz pour savoir qu'il ne faut pas qu'ils fassent de blagues. Riant toujours, il embraya les hélices d'hélicoptère et s'en fut. Chapitre 7. La Mesa ressemblait à un navire retenu par un calme dans un détroit de poussière couleur de lion. Le chenal serpentait entre des rives à pic et, descendant en pente de l'une à l'autre des murailles à travers la vallée, courait un filet vert, la rivière et les champs qu'elle arrosait. Sur la proue de ce navire de pierre, au centre du détroit et paraissant en faire partie, semblable à un affleurement en forme définie et géométrique du roc nu, s'élevait le Pueblo de Malpais, pâté sur pâté, chacun des étages plus petit que celui d'en dessous. Les hautes maisons montaient, telles des pyramides à échelons et tronquées dans le ciel bleu. À leurs pieds s'éparpillait un amas de bâtisses basses, un lacis de murailles. Et sur 3 côtés, les précipices tombaient à pic dans la plaine. Quelques colonnes de fumée montaient verticalement dans l'air, sans un souffle, et s'y perdaient. « Bizarre, » dit Lénina. « Fort bizarre. » C'était son expression habituelle de condamnation. « Ça ne me plaît pas. Et cet homme ne me plaît pas non plus. » Elle montra du doigt le guide indien qui avait été désigné pour les conduire là-haut au Pueblo. Ce sentiment était manifestement payé de retour. Le dos même de l'homme, tandis qu'il marchait devant eux, était hostile, sombrement méprisant. Et puis, elle baissa la voix. Il sent mauvais. Bernard ne tenta pas de le nier. Ils continuèrent à marcher. Tout à coup, l'on eût dit que tout l'air était devenu vivant et s'était mis à battre de la pulsation infatigable du sang. Là-haut, à Malpais, les tambours battaient. Leurs pieds prirent le rythme de ce cœur mystérieux. Ils pressèrent le pas. Le sentier qu'ils suivaient les mena au pied du précipice. Les flancs de l'énorme bateau Mesa les dominaient de toute leur hauteur, 100 mètres jusqu'au plat-bord. « Si seulement nous avions pu amener ici l'avion, » dit Lénina, levant les yeux avec colère sur la face nue du roc surplombant. « Je déteste la marche. Et l'on se sent si petit quand on est sur le sol au bas d'une montagne. » Ils poursuivirent leur marche, parcourant une partie du chemin à l'ombre de la Mesa, contournèrent un éperon, et voilà, dans un ravin creusé par les eaux, qu'apparut la montée par l'escalier de dunettes. Ils y grimpèrent. C'était un sentier fort raide qui zigzaguait d'un bord à l'autre du ravin. À certains moments, le battement des tambours s'amortissait au point d'être tout juste perceptible. À d'autres, ils semblaient battre de si près qu'on les attendait au prochain tournant. Quand ils furent à mi-chemin du sommet, un aigle passa si près d'eux dans son vol que le vent de ses ailes leur fouetta d'un souffle frais le visage. Dans une crevasse du rocher gisait un tas d'ossements. Tout était bizarre et donnait une sensation d'oppression, et l'Indien sentait de plus en plus fort. Ils débouchèrent enfin du ravin en plein soleil. Le sommet de la Mesa était un pont plat de pierre. « Ça ressemble à la tour de Cheringty », commenta Lénina. Mais il ne lui fut pas donné de jouir longtemps de la découverte qu'elle avait faite de cette ressemblance rassurante. Un bruit de pas amorti les fit se retourner. Nus depuis la gorge jusqu'au nombril, le corps brun foncé badigeonné de raies blanches, comme des cours de tennis en asphalte, devait expliquer plus tard Lénina, le visage rendu inhumain par des bariolages d'écarlate, de noir et d'ocre, 2 Indiens arrivaient en courant le long du sentier. Leurs cheveux noirs étaient tressés avec de la fourrure de renard et de la flanelle rouge. Un manteau en plumes de dindon leur flottait autour des épaules. D'énormes diadèmes de plumes leur lançaient autour de la tête des éclats au ton voyant.
À chaque pas qu'ils faisaient, s'élevait le tintement et le cliquetis de leurs bracelets d'argent, de leurs lourds colliers d'os et de perles de turquoise. Ils s'approchaient sans mot dire, courant sans bruit dans leurs mocassins en peau de daim. L'un d'eux tenait un plumeau, l'autre portait dans chacune de ses mains ce qui paraissait être de loin 3 ou 4 bouts de corde épaisse. L'une des cordes se tordait de façon inquiétante, et Lénina vit soudain que c'étaient des serpents. Les hommes s'approchèrent, de plus en plus près. Leurs yeux sombres la dévisagèrent, mais sans donner aucun signe de reconnaissance, ni le moindre indice qu'ils l'eussent vu ou eussent conscience de son existence. Le serpent qui s'était tordu pendait, à présent mollement, avec les autres. Les hommes passèrent leur chemin. « Ça ne me plaît pas, » dit Lénina. « Ça ne me plaît pas. » Ce qui l'attendait à l'entrée du pueblo lui plut encore moins, lorsque leur guide les eut laissés pendant qu'il entrait pour recevoir des instructions. La saleté tout d'abord, les piles d'immondices, la poussière, les chiens, les mouches. Le visage de Lénina se plissa en une grimace de dégoût. Elle porta son mouchoir à son nez. « Mais comment peuvent-ils vivre comme cela ?» laissa-t-elle éclater d'une voix pleine d'incrédulité indignée. Ce n'était pas possible. Bernard haussa philosophiquement les épaules. « Quoi qu'il en soit, dit-il, voilà 5 ou 6 000 ans qu'ils le font, de sorte que je suppose qu'ils doivent y être habitués à présent. »« Mais la propreté et l'approche de la fordinité, insista-t-elle. »« Oui, et la civilisation, c'est la stérilisation, » reprit Bernard, terminant sur un ton ironique la seconde leçon hypnopédique d'hygiène élémentaire. « Mais ces gens-là n'ont jamais entendu parler de notre Ford, et ils ne sont pas civilisés, de sorte qu'il est sans intérêt de... »« Oh !» Elle lui agrippa le bras. « Regardez !» Un Indien à peu près nu descendait très lentement l'échelle depuis la terrasse du premier étage d'une maison voisine, un échelon après l'autre, avec l'attention tremblante de l'extrême vieillesse. Son visage était profondément sillonné de rides et noir, tel un masque d'obsidienne. La bouche édentée s'était affaissée. Aux commissures des lèvres et de chaque côté du menton luisaient quelques longs poils hérissés, presque blancs, sur la peau foncée. Les longs cheveux, non retenus en tresses, lui tombaient en touffes grises tout autour du visage. Son corps était courbé et émacié, au point de n'avoir presque plus de chair sur les os. Très lentement, il descendait, s'arrêtant à chaque échelon avant d'aventurer un pas de plus. « Qu'est-ce qu'il a donc ?» chuchota Lénina. Elle avait les yeux écarquillés d'horreur et d'étonnement. « Il est vieux, voilà tout, » répondit Bernard avec tout le détachement dont il était capable. Il était troublé, lui aussi. Mais il fit un effort pour ne pas paraître ému. « Vieux ?» répéta-t-elle. « Mais le directeur est vieux. Il y a des tas de gens qui sont vieux. Ils ne sont pas comme cela. C'est parce que nous ne leur permettons pas d'être comme cela. Nous les préservons des maladies. Nous maintenons artificiellement leurs sécrétions internes au niveau d'équilibre de la jeunesse. Nous ne laissons pas tomber leur teneur en magnésium et en calcium au-dessous de ce qu'elle était à 30 ans. Nous leur faisons des transfusions de sang jeune. Nous maintenons leur métabolisme stimulé en permanence. Aussi, naturellement, n'ont-ils pas cet air-là. En partie, ajouta-t-il, parce que la plupart d'entre eux meurent bien avant d'avoir atteint l'âge de ce vieillard. La jeunesse à peu près intacte jusqu'à 60 ans, et puis, crac, la fin. Mais Lénina n'écoutait pas. Elle observait le vieillard. Lentement, lentement, il descendait. Ses pieds touchèrent le sol. Il se retourna. Dans leurs orbites, profondément enfoncées, ses yeux étaient encore extraordinairement vifs. Ils la regardèrent un long moment, vide d'expression, sans surprise, comme si, tout bonnement, elle n'avait pas été là. Puis, lentement, le dos courbé, le vieillard, clopant, passa devant eux et disparut. « Mais c'est terrible !» chuchota Lénina. « C'est épouvantable. Nous n'aurions pas dû venir ici. » Elle tâta dans sa poche pour trouver son soma, mais seulement pour s'apercevoir que, par suite d'un oubli sans précédent, elle avait laissé son flacon à l'auberge. Les poches de Bernard étaient également vides. Il ne restait à Lénina
qu'à affronter sans secours extérieur les horreurs de Malpays. Elles s'abattirent en tas sur elle, drues et rapides. Le spectacle de 2 jeunes femmes donnant le sein à leur bébé la fit rougir et l'obligea à détourner son visage. Elle n'avait, de sa vie, vu chose aussi indécente. Et ce qui l'aggravait, c'est que, au lieu de fermer les yeux et de la passer avec tact sous silence, Bernard se mit à faire, sur ce spectacle vivipare révoltant, des commentaires qui appelaient une réponse. Honteux, à présent que les effets du soma étaient tombés, de la faiblesse dont il avait fait preuve ce matin même à l'hôtel, il se donnait du mal pour se montrer fort et libéré des opinions orthodoxes. Quel mode de relation merveilleusement intime, dit-il, dépassant délibérément toutes les bornes, et quelle intensité de sentiments il doit créer. Il me semble souvent qu'il se peut qu'il nous ait manqué quelque chose à n'avoir pas eu de mère, Lénina. Représentez-vous assise là-bas, vous-même, avec un petit bébé à vous. Bernard, comment pouvez-vous ? Le passage d'une vieille femme atteinte d'ophtalmie et d'une maladie de peau détourna son indignation. Allez-vous-en, supplia-t-elle. Tout cela ne me plaît pas. Mais, à ce moment, leur guide reparut, et, leur faisant signe de le suivre, les conduisit le long de l'étroite rue entre les maisons. Ils tournèrent en arrivant à un coin. Un chien crevé gisait sur un tas d'ordures. Une femme goîtreuse cherchait des poux dans la chevelure d'une petite fille. Leur guide s'arrêta au pied d'une échelle, leva la main verticalement en l'air, puis la lança horizontalement en avant. Ils exécutèrent ce qu'il commandait silencieusement. Ils gravirent l'échelle et, franchissant la porte à laquelle elle donnait accès, entrèrent dans une pièce étroite et longue, assez sombre, et sentant la fumée, la graisse brûlée et les vêtements qu'on a portés longtemps sans les laver. À l'autre extrémité de la pièce était une autre porte, par laquelle pénétrait un rayon de soleil ainsi que le bruit, fort sonore et proche, des tambours. Ils franchirent le seuil et se trouvèrent sur une terrasse spacieuse. Au-dessous d'eux, emprisonnée entre les hautes maisons, était la place du village bondée d'Indiens. Des couvertures brillantes, des plumes fichées dans des chevelures noires et l'éclat des turquoises, avec des peaux foncées luisantes de chaleur. Lénina porta de nouveau son mouchoir à son nez. Dans l'espace libre au centre de la place, il y avait 2 plateformes circulaires de maçonnerie et d'argile battue, toiture, à n'en pas douter, de chambres souterraines. Car, au centre de chacune des plateformes, s'ouvrait une écoutille béante, avec une échelle qui sortait de l'obscurité inférieure. Il en montait un son de flûte souterraine, qui se perdait presque totalement dans le battement persistant, régulier, implacable des tambours. Les tambours plaisaient à Lénina. Fermant les yeux, elle s'abandonna à leur tonnerre assourdi et répété. Elle en laissa envahir de plus en plus complètement son moi conscient, si bien qu'enfin il ne subsista plus rien au monde que cette unique et profonde pulsation sonore. Elle lui rappelait, en la rassurant, les bruits synthétiques des offices de solidarité et des cérémonies du jour de Ford. Orginet, Porginet, murmura-t-elle en elle-même. Ces tambours battaient exactement suivant le même rythme. Il y eut une explosion soudaine de chants qui la fit sursauter, des centaines de voix d'hommes criant toutes impétueusement dans un unisson rauque et métallique, quelques notes longuement tenues, et le silence tonnant des tambours. Puis, perçante d'un ton de hennissement aigu, la réponse des femmes. Puis, de nouveau, les tambours. Et, une fois encore, émise par les hommes, l'affirmation profonde et farouche de leur virilité. Bizarre, oui. L'endroit était bizarre. La musique l'était aussi. Les vêtements, les goitres, les maladies de peau, les vieillards l'étaient également. Mais le spectacle lui-même, il ne semblait pas qu'il eût rien de particulièrement bizarre, lui. « Cela me rappelle des chants en commun chez les castes inférieures, » dit-elle à Bernard. Mais, un peu plus tard, cela lui rappelait beaucoup moins cette innocente cérémonie. Car tout à coup avait surgi en essaim du fond de ces chambres rondes souterraines une troupe effrayante de monstres, hideusement masqués ou bariolés à perdre tout aspect humain. Ils s'étaient mis à danser autour de la place, en frappant des pieds sur le sol. Une danse étrange et boitillante, tout autour de la place.
encore, chantant en marchant, encore, un peu plus vite à chaque fois, et les tambours avaient modifié et accéléré leur rythme, si bien qu'ils devenaient pareils au battement de la fièvre dans les oreilles. Et la foule s'était mise à chanter avec les danseurs, de plus en plus fort. Et une première femme avait hurlé, puis une autre encore, comme si on les tuait. Et puis soudain, celui qui menait la danse se détacha du cercle, courut à un grand bahut de bois qui se trouvait à une extrémité de la place, souleva le couvercle et en tira une paire de serpents noirs. Un hurlement vigoureux s'éleva de la foule, et tous les autres danseurs coururent vers lui, les mains tendues. Il lança les serpents aux premiers arrivés, puis replongea dans le bahut pour en reprendre d'autres. D'autres encore, des serpents noirs, des bruns, des tachetés. Il les tira et les lança au dehors. Alors la danse recommença sur un rythme différent. Ils firent et refirent le tour de la place avec leurs serpents, serpentinement, avec un léger mouvement ondulatoire des genoux et des hanches, tour sur tour. Puis le meneur fit un signal et, l'un après l'autre, tous les serpents furent lancés par terre au milieu de la place. Un vieillard sortit du sous-sol et les saupoudra de farine de blé. Puis, par l'autre écoutille parut une femme qui les aspergea avec l'eau d'une jarre noire. Puis le vieillard leva la main, et, avec une soudaineté terrifiante, à faire sursauter, il y eut un silence absolu. Les tambours cessèrent de battre, la vie semblait avoir touché à sa fin. Le vieillard désigna du doigt les 2 écoutilles qui donnaient accès au monde inférieur. Et lentement, soulevé d'en bas par des mains invisibles, il émergea de l'une l'image peinte d'un aigle, et de l'autre celle d'un homme, nu, cloué à une croix. Elles restèrent là, suspendues apparemment d'elles-mêmes, comme si elles observaient. Le vieillard battit des mains, nu, si ce n'est qu'il portait un pagne de coton blanc. Un gamin d'environ 18 ans sortit de la foule et se tint devant lui, les mains croisées sur la poitrine, la tête baissée. Le vieillard fit sur lui un signe de croix et s'éloigna. Lentement, le gamin se mit à tourner autour du tas de serpents qui se tordaient. Il avait terminé le premier circuit et était au milieu du second, lorsque, sortant de parmi les danseurs, un homme de haute taille, portant un masque de coyote et tenant dans sa main un fouet de cuir tressé, s'avança vers lui. Le gamin continua sa marche, comme s'il n'avait pas conscience de l'existence de l'autre. L'homme coyote leva son fouet. Il y eut un long mouvement d'attente, puis un mouvement rapide, le sifflement de la lanière et son impact sonore et sec sur la chair. Le corps du gamin eut un tressaillement, mais il n'exhala nul son. Il continua à marcher du même pas lent et régulier. Le coyote frappa encore, et, à chacun de ses coups, s'éleva de la foule un soupir convulsif, tout d'abord, puis un gémissement profond. Le gamin continuait à marcher. 2, 3, 4 fois, il effectua le tour. Le sang coulait à flots. 5 fois, 6 fois le tour. Soudain, Lénina se couvrit le visage de ses mains et se mit à sangloter. « Oh, faites-les cesser! Faites-les cesser !» implora-t-elle. Mais le fouet tombait inexorablement. 7 fois le tour. Alors, tout à coup, le gamin trébucha et, toujours sans exhaler un son, tomba la tête la première en avant. Se penchant sur lui, le vieillard lui toucha le dos d'une longue plume blanche, la brandit un instant en l'air, écarlate, pour que les gens la vissent, puis la secoua 3 fois au-dessus des serpents. Il en tomba quelques gouttes, et soudain les tambours firent retentir de nouveau une panique de notes précipitées. Il y eut un grand cri. Les danseurs se pressèrent en avant, ramassèrent les serpents et s'enfuirent de la place. Hommes, femmes, enfants, toute la foule les poursuivirent. Au bout d'1 minute, la place fut vide. Il ne restait que le gamin, étendu face contre terre, à l'endroit où il était tombé, absolument immobile. 3 vieilles femmes sortirent de l'une des maisons, le soulevèrent, non sans difficulté, et l'emportèrent chez elles. L'aigle et l'homme en croix restèrent quelque temps à monter la garde sur le pueblo désert, puis, comme s'ils en avaient vu suffisamment,
s'enfoncèrent lentement par leurs écoutilles, hors de vue dans le monde souterrain. Lénina sanglotait toujours. « Mais c'est épouvantable !» répétait-elle sans fin. Et toutes les consolations de Bernard furent vaines. « C'est épouvantable ! Ce sang !» Elle frémit. « Oh, si j'avais mon soma !» Il y eut un bruit de pas dans la pièce intérieure. Lénina ne bougea pas, mais demeura assise, le visage enfoui dans ses mains, sans rien voir. À l'écart, Bernard seul se retourna. Le vêtement du jeune homme, qui sortit à ce moment sur la terrasse, était celui d'un Indien, mais ses cheveux tressés étaient couleur paille, ses yeux bleu pâle, et sa peau était une peau blanche bronzée. « Tiens, salut à vous !» dit l'étranger, dans un anglais sans faute, mais spécial. « Vous êtes civilisé, n'est-ce pas ? Vous venez de là-bas, d'au-delà de la réserve ?»« Qui donc, grand Ford ?» commença Bernard étonné. Le jeune homme soupira et hocha la tête. « Un homme bien malheureux. » Et désignant du doigt les taches de sang au centre de la place. « Voyez-vous cette tache maudite ?» demanda-t-il d'une voix tremblante d'émotion. « 1 gramme vaut mieux qu'un mal qu'on clame, » dit mécaniquement Lénina, sa voix sortant de derrière ses mains. « Si seulement j'avais mon soma !»« C'est moi qui aurais dû être là, » reprit le jeune homme. « Pourquoi n'ont-ils pas voulu de moi pour le sacrifice ? Moi, j'aurais fait 10 fois le tour, 12 fois, 15 fois. Palovtiva n'est allé que jusqu'à 7. Avec moi, ils auraient pu avoir 2 fois plus de sang. Teindre de sang les mers tumultueuses. » Il étendit les bras d'un geste large, puis, avec désespoir, les laissa retomber. « Mais ils ne me l'ont pas permis. Je leur déplaisais à cause de mon teint. Ça a toujours été ainsi. Toujours. » Le jeune homme avait les larmes aux yeux. Il eut honte et se détourna. L'étonnement fit oublier à Lénina la privation de soma. Elle se découvrit le visage et, pour la première fois, regarda l'étranger. « Quoi ? Vous voulez dire que vous désiriez être frappé de ce fouet ?» Détournant toujours d'elle ses regards, le jeune homme fit un signe affirmatif. « Pour le bien du Pueblo, pour faire venir la pluie et faire pousser le blé, et pour plaire à Pukong et à Jésus. Et puis, pour montrer que je suis capable de supporter la douleur sans crier. Oui, » et sa voix prit soudain une résonance nouvelle. Il se retourna en carrant fièrement les épaules, en soulevant le menton avec orgueil, un air de défi. « Pour montrer que je suis un homme. » Oh ! Il eut un halètement convulsif et se tut, les yeux écarquillés. Il avait vu, pour la première fois de sa vie, le visage d'une jeune fille dont les joues n'étaient pas de la couleur du chocolat ou de la peau de chien, dont les cheveux étaient châtain clair, avec une ondulation permanente, et dont l'expression, nouveauté ahurissante, était celle de l'intérêt bienveillant. Lénina lui souriait. « Comme il a l'air gentil, ce garçon, » songeait-elle. « Et comme il est beau !» Le sang afflua au visage du jeune homme. Il baissa les yeux, les releva un instant, seulement pour s'apercevoir qu'elle lui souriait toujours, et fut tellement ému qu'il fut obligé de se détourner et de faire semblant de regarder fort attentivement quelque chose qui était de l'autre côté de la place. Les questions que posa Bernard créèrent une diversion. Qui ? Comment ? Quand ? D'où ? Tenant les yeux fixés sur le visage de Bernard, car il avait le désir si éperdu de voir Lénina souriante qu'il n'osait absolument pas la regarder, le jeune homme essaya d'expliquer sa présence. Linda et lui, Linda c'était sa mère, ce mot fit prendre à Lénina un air gêné, étaient des étrangers dans la réserve. Linda était venue de là-bas, voici longtemps, avant qu'il fût né, avec un homme dont il était le fils. Bernard dressa l'oreille. Elle était partie à pied dans ces montagnes, par là, au nord. Elle avait fait une chute dans un endroit escarpé et s'était blessée à la tête. « Continuez, continuez » dit Bernard avec animation. Des chasseurs de Malpaïs l'avaient trouvée et l'avaient ramenée au Pueblo. Quant à l'homme dont il était le fils, Linda ne l'avait jamais revu. Il s'appelait Tomakin. Oui, le prénom de Dick était bien Thomas. Il avait dû s'envoler, retourner là-bas, s'en aller sans elle. Homme mauvais, méchant, antinaturel.
De sorte que je suis né à Malpaïs, dit-il pour conclure. À Malpaïs. Et il hocha la tête. Ah, cette petite maison à la lisière du Pueblo, qu'elle était sale. Un espace couvert de poussière et d'immondices la séparait du village. 2 chiens affamés fouillaient du museau, d'une façon obscène, les détritus répandus devant la porte. À l'intérieur, lorsqu'ils y pénétrèrent, la pénombre était puante et sonore du vol des mouches. « Linda !» appela le jeune homme. Du fond de l'autre pièce, une voix féminine assez enrouée dit « J'arrive !» Ils attendirent. Par terre, dans des bols, il y avait les restes d'un repas, de plusieurs repas peut-être. La porte s'ouvrit. Une squaw blonde et très forte franchit le seuil et resta là à contempler les étrangers d'un regard ébahi, incrédule, bouche bée. Lénina remarqua avec dégoût qu'il lui manquait 2 dents de devant, et la couleur de celle qui lui restait. Elle eut un frisson. C'était pis que le vieillard. Comme cette femme était obèse, et toutes ses rides sur sa figure, ses chairs molles pendantes, ses plis et ses joues affaissées, avec ses pustules pourprées, et les veines rouges sur son nez, les yeux injectés de sang, et ce cou, et la couverture dont elle s'était couvert la tête, en loques et crasseuse, et sous la tunique brune en forme de sac, ses seins énormes, la saillie du ventre, les hanches. Oh, bien pis que le vieillard, bien pis. Et soudain, cette créature laissa éclater un torrent de paroles, se précipita vers elle les bras ouverts, et... Ford, c'était révoltant, c'en était trop. Encore un moment, elle aurait la nausée. La pressa contre cette saillie, contre cette poitrine, et se mit à l'embrasser. Ford, à l'embrasser, en bavant, et elle sentait abominablement mauvais. Il était manifeste qu'elle ne prenait jamais de bain, et elle empestait tout bonnement ce sale produit qu'on mettait dans les flacons de Delta et des Epsilon. Non, ce n'était pas vrai, ce qu'on disait au sujet de Bernard. Elle puait littéralement l'alcool. Lénina se détacha d'elle aussi rapidement que possible. Elle se trouva face à face avec un visage distordu et gonflé de larmes. La créature pleurait. « Oh, ma chérie, ma chérie !» Le torrent de paroles s'écoula avec des sanglots. « Si vous saviez comme je suis contente, au bout de tant d'années, un visage civilisé, oui, et des vêtements civilisés, parce que je croyais bien que je ne reverrais jamais un morceau de véritable soie à l'acétate. » Elle tâta de son doigt la manche de la chemisette de Lénina. Ses ongles étaient noirs. Et cette culotte adorable en velours, de coton à la viscose. Savez-vous bien, ma chérie, que j'ai toujours mes vieux vêtements, ceux avec lesquels je suis venue, rangés dans une malle. Je vous les montrerai plus tard, quoique, bien sûr, l'acétate soit tout troué. Mais la cartouchière blanche est si ravissante. Encore que, je dois le reconnaître, la vôtre en maroquin vert le soit encore davantage. Ce n'est pas qu'elle m'ait servi à grand-chose, cette cartouchière. Ses larmes se remirent à couler. John a dû vous raconter ça. Ce qu'il m'a fallu souffrir, et pas moyen de se procurer 1 gramme de soma, rien qu'une gorgée de mescal de temps à autre, quand Popé me l'apportait. Popé, c'est un garçon que j'ai connu jadis, mais cela vous rend si malade après coup. Le mescal et le péyotle vous donnent mal au cœur. Et puis cela rendait encore bien plus pénible le lendemain cette sensation affreuse de honte. Et j'étais tellement honteuse, effectivement. Songez donc, moi, une bêta, avoir un bébé. Mettez-vous à ma place. Rien qu'à cette idée, Lénina frémit. Quoique ce ne fut pas ma faute, je le jure, parce que je ne sais toujours pas comment cela s'est fait, étant donné que j'ai exécuté tous les exercices malthusiens. Vous savez bien, en comptant 1, 2, 3, 4. Toujours, je le jure. N'empêche que, malgré tout, c'est arrivé. Et naturellement, il n'y avait rien ici qui ressemblât à un centre d'avortement. À propos, est-il toujours là-bas, à Chelsea ? Demanda-t-elle. Lénina fit un signe de tête affirmatif. Et toujours éclairé par projecteur le mardi et le vendredi ? Lénina fit de nouveau oui de la tête. Cette tour ravissante en verre rose. La pauvre Linda leva le visage et, les yeux clos, contempla en extase
l'image brillante du souvenir. « Et la Tamise, la nuit » murmura-t-elle. De grosses larmes filtrèrent lentement d'entre ses paupières serrées. « Et le retour en avion, le soir, de Stoke Poges. Et puis un bain chaud et un vibromassage par le vide. Mais voilà !» Elle fit une inspiration profonde, hocha la tête, rouvrit les yeux, renifla une fois ou deux, puis se moucha dans ses doigts qu'elle essuya sur le pan de sa tunique. « Oh, je regrette, dit-elle, en réponse à l'involontaire grimace de dégoût que fit Lénina. « Je n'aurais pas dû faire cela. Je regrette. Mais que faire aussi quand il n'y a pas de mouchoir ? Comme cela m'a tourmentée jadis, je m'en souviens, toute cette saleté et le fait que rien ne soit aseptique. J'avais une entaille affreuse à la tête quand on m'a amenée ici, tout au début. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on me mettait sur la plaie. De la crasse, tout simplement de la crasse. La civilisation, c'est la stérilisation, leur disais-je. Et, sur mon streptocoque ailé, volé à Banbury T, voir ma salle de bain nickelée, avec un WC, leur disais-je, comme si c'étaient des petits enfants. Mais ils ne comprenaient pas, bien entendu. Comment l'auraient-ils pu ? Et en fin de compte, je m'y suis habituée, je suppose. Et au surplus, comment pourrait-on devenir tout propre quand il n'y a pas d'installation d'eau chaude ? Et regardez-moi ces vêtements. Cette sale laine. Ce n'est pas comme de l'acétate. Ça dure. Et l'on est censé la raccommoder si elle se déchire. Mais moi, je suis une bêta. Je travaillais dans la salle de fécondation. Personne ne m'a jamais appris à faire quoi que ce soit de ce genre-là. Ce n'était pas mon affaire. D'ailleurs, ça n'a jamais été bien de raccommoder des vêtements. Jetez-les quand ils ont des trous et achetez-en des neufs. Plus on reprise, moins on se grise. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Raccommoder, c'est antisocial. Mais ici, tout est différent. C'est comme si l'on vivait comme des fous. Tout ce qu'ils font est fou. Elle jeta un regard circulaire. Elle vit que John et Bernard les avaient quittés et faisaient les 100 pas au dehors de la maison, dans la poussière et les immondices, mais n'en baissant pas moins la voix en un ton confidentiel et se penchant, tandis que Lénina se raidissait et se reculait, si près que son souffle empesté de poison pour embryon agitait les cheveux qui tombaient sur la joue de la jeune fille. « Par exemple, fit-elle dans un chuchotement éraillé, voyez la façon dont on se prend l'un l'autre ici. C'est fou, vous dis-je, absolument fou. Chacun appartient à tous les autres, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Insista-t-elle, tirant Lénina par la manche. Lénina, détournant toujours la tête, fit un signe affirmatif, expira la bouffée d'air qu'elle avait retenue et réussit à en inspirer une autre, relativement impolluée. « Eh bien ici, reprit l'autre, nul n'est censé appartenir à plus d'une personne. Et si l'on prend des gens selon la manière ordinaire, les autres vous trouvent vicieuse et antisociale. On vous hait, on vous méprise. Une fois, il est venu un tas de femmes qui se sont mises à faire une scène parce que leur mari venait me voir. Et puis, pourquoi pas ? Et alors elles se sont précipitées sur moi. Non, quelle horreur ! Je ne peux pas vous raconter cela. » De ses mains, Linda se cacha le visage et fut prise d'un frémissement. « Comme elles sont odieuses ici, les femmes ! Folles, folles et cruelles ! Et bien entendu, elles n'entendent rien aux exercices malthusiens, ni aux flacons, ni à la décantation, ni à rien de tout cela. Alors, elles passent leur temps à avoir des enfants, comme des chiennes. C'est révoltant. Et quand je pense que moi... Oh, Ford, Ford, Ford. Et pourtant, John m'a été d'un grand réconfort, c'est vrai. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans lui. Quand bien même il se mit dans tous ses états chaque fois qu'un homme, même autant il n'était qu'un tout petit garçon. Une fois, mais il était déjà plus grand à cette époque-là, il a essayé de tuer le pauvre Wewuziwa. Ou bien était-ce Popé ? Simplement parce que je les recevais parfois. Car je n'ai jamais pu lui faire comprendre que c'est là ce que doivent faire les gens civilisés. La folie doit être contagieuse. En tout cas, il semble que John l'ait attrapé des Indiens, parce que, bien entendu, il a beaucoup frayé avec eux. Bien qu'il se soit toujours conduit si salement à son égard et ne lui ait pas permis de faire toutes les choses que faisaient les autres gamins,
Ce qui, d'un côté, était fort bien, puisque cela me facilitait la tâche de le conditionner un peu. Mais vous n'avez pas idée de la difficulté que cela présente. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Ce n'était pas mon affaire de savoir. Je veux dire, si un enfant vous demande comment fonctionne un hélicoptère ou qui a fait le monde, eh bien, que voulez-vous répondre si vous êtes une bêta et avez toujours travaillé dans la salle de fécondation? Que voulez-vous donc qu'on réponde?